Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire au nom d'Orient Santé. Nous allons aujourd'hui parler des dernières nouveautés nomenclature et ce sujet vous interpelle puisque vous êtes environ 2500 à vous être inscrits sur ce webinaire. Alors je me présente, je suis Christine Fraisse, infirmière ex-libérale, formatrice et ingénieure pédagogique et chez Orion depuis 12 ans maintenant. Je suis accompagnée donc aujourd'hui d'Emmanuel Nebois et de Philippe Gras, à qui je cède la parole. Alors bonjour tout le monde. Alors avant tout, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent qu'il y a un problème de son ou qu'il n'y a pas de son. J'espère que c'est en train d'être résolu. Un peu d'écho. Alors bonjour, donc je suis Emmanuel Nebois, infirmier libéral en activité et formateur chez Orion Santé et je vais avoir la joie aujourd'hui de faire le modérateur, de recueillir toutes vos questions et de les poser à la fin à Christine et Philippe. Voilà, alors je vous dis à tout à l'heure, on se revoit en fin de webinaire. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à ce webinaire organisé par Orion Santé. Je suis ravi de vous retrouver, Philippe Gras, infirmier, libéral remplaçant, formateur et expert en nomenclature, environnement conventionnel. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai la chance de co-animer avec Christine sur ce webinaire. Donc, on vous propose de voir un petit peu plus en détail cette publication qui date de la mi-mars et qui apporte des nouveautés au niveau de la nomenclature. Donc, cette décision, elle date du 13 janvier, elle est parue au mois de mars au journal officiel et nous avons de nouveaux actes créés et nous avons des précisions et modifications qui sont apportées à la nomenclature tant au niveau des nouveautés apportées par l'avenant 6 que l'avenant 8 et quelques explications et peut-être simplifications dans les explications, notamment des cumuls. Donc, on se propose de vous expliquer tout ça pendant cette demi-heure et bien entendu, à la fin, nous répondrons à toutes vos questions. Donc, cette décision est parue au journal officiel le 18 mars 2022. Donc, vous voyez que c'est vraiment du tout frais, hein. On réagit très vite pour vous tenir au courant. Donc, en fait, on a toutes les modifications qui sont liées à l'avenant 8. Hein, vous le savez, on vous a déjà tenu au courant sur le nouveau calendrier de déploiement du BSI. Il était donc nécessaire de réécrire certains actes et notamment l'article 11 du chapitre 1 de la nomenclature. Nous avons deux nouveaux pansements lourds et complexes qui sont créés et on vous expliquera enfin les modifications qui sont apportées au niveau de la nomenclature et permettant notamment une meilleure lecture de certains actes et de certaines dérogations mises en place par l'avenant 6. Donc, on va commencer par ces nouveaux actes donc, qui sont bien rajoutés dans l'article 3 du chapitre 1, à savoir les pansements lourds et complexes. Alors, en préambule de la présentation de cet acte, je vous rappelle que depuis de nombreuses années, nous avons la possibilité de prendre en charge des pansements à base de TPN, de traitement par pression négative. Mais lors de la sortie de ces pansements, la loi a fait que nous ne pouvions les prendre en charge uniquement par le biais des HAD. C'était dans les règles. Nous ne pouvions pas avoir cet acte en dehors des HAD. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà des questions par rapport aux HAD. D'ores et déjà, je peux y répondre en vous disant que la prise en charge par le biais des HAD n'a rien à voir avec la nomenclature. La seule chose, c'est que la FNEAD, la Fédération nationale des HAD, a signé des conventions disant qu'elle suivait à minima la nomenclature, mais après, c'est un deal entre elle et vous. Donc, voilà pour ces questions-là. Je sais que ça pose des fois problème pour la MCI et compagnie, mais malheureusement, nous, on vous explique la nomenclature. Chaque HAD ayant une gouvernance particulière, nous ne pourrons pas, bien entendu, répondre à ces questions-là concernant les HAD. Donc, il a donc été décidé au niveau de la caisse de nous permettre de pouvoir faire ces pansements par TPN en dehors des HAD, en direct, via une prescription. Mais vous allez voir, et je vous demande toute votre attention, parce que ce ne sera pas la totalité des TPN, bien au contraire. Donc, je vous propose ce premier acte qui s'appelle pose de système de traitement par pression négative, console et pansement, à usage unique avec pansement faisant office de réservoir. C'est une prescription initiale hospitalière pour 30 jours et pouvant être renouvelée une fois au maximum. Déjà, on apprend que ça ne sera pas prescrit par le médecin traitant, ça sera prescrit par l'hôpital.
Il y aura un suivi hebdomadaire par le prescripteur initial de l'évolution de la plaie, de l'état général du patient. Avec cette troisième phrase, nous comprenons que nous devrons assurer la coordination avec le service ayant prescrit ce pansement. La cotation sera un AMI 4,6. Nous sommes bien dans les pansements lourds et complexes, donc bien entendu que nous pourrons coter la MCI pour ce pansement. Nous avons également, dia suivante, nous avons également des indications, puisque comme je vous le disais, ça ne concernera pas toutes les TPN. Et notamment, je vous invite à aller vous reporter, on vous a mis les références un petit peu plus tard, aux indications selon les recommandations de la HAS. Rapidement, je vous explique, lorsque la Sécurité sociale veut créer un acte comme celui-ci, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle demande à la HAS, la Haute Autorité de Santé, de statuer pour savoir si nous, infirmiers et infirmières libérales, pouvons prendre en charge ces nouveaux pansements. Donc, il y a des décisions, des recos qui émanent de la HAS qui sont très clairs. Donc, on parle d'un traitement de seconde intention des plaies chroniques, ulcères de jambes veineux ou mixtes à prédominance veineuse et plaies du pied diabétique. Donc, nous avons une restriction au niveau de l'utilisation de ce dispositif et donc des pansements. Faiblement à modérément exsudatif, avec échec d'un traitement de première intention bien conduit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette prescription ne pourra venir uniquement d'un médecin ayant fait un premier protocole qui a échoué. Un nouveau système de traitement est posé lorsque le système en place est saturé ou après 7 jours de traitement. Donc là, on comprend que cet AMI 4,6 pourra être coté tous les 7 jours lorsqu'on a un fonctionnement normal du dispositif ou plus souvent en cas de pansement saturé. Donc, on retient de cet acte qui est un AMI 4,6, on est payé pour poser la totalité du système, à savoir le pansement plus le dispositif aspiratif. On doit s'assurer qu'il s'agisse bien d'une prescription hospitalière chez un patient ayant un ulcère de jambes veineux ou mixte à prédominance veineuse et plaie, ou plaie du pied diabétique, avec un premier traitement qui a échoué. Donc voilà tout ce qu'on peut déjà retenir de ce premier pansement. Il y a un deuxième pansement qui est également rajouté dans cet article 3 du chapitre 1, à savoir pansement lourd et complexe, qui est la mise en place de pansements additionnels sans changement de console pour traitement par pression négative à usage unique avec pansement faisant office de réservoir. Indication médicale selon les recos de la HAS. C'est ultra important, c'est un AMI 2,1. Vous avez vu que pour la création de ces deux pansements, on doit se référer absolument au recours HAS, raison pour lesquelles on vous a mis dans les dias suivantes les choses que l'on doit respecter. Et donc, on en arrive au point essentiel de la création de ces deux pansements, c'est qu'ils ne peuvent s'appliquer qu'à un seul système, à savoir le système Pico 7 de chez Smith Nephew. Donc, vous avez vu, hein, on a passé les dias, vous les aurez bien entendu. Ce sont les recos de la HAS qui ont statué sur l'utilisation de ce dispositif. Donc, je le répète, on ne va pas se dire que c'est un pansement qui concerne toutes les TPN, c'est un pansement qui concerne uniquement le système Smith Nephew, le système Pico 7, dont je vous ai mis quelques captures d'écran pour vous présenter ce matériel. En fait, c'est un matériel relativement simple, en tout cas beaucoup plus simple que les TPN qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Après, bon, niveau efficacité, on en pense ce qu'on veut, mais aujourd'hui, c'est un système beaucoup plus simple que les autres systèmes. Donc, voilà la présentation de ces deux pansements qui ne concerneront que le système Smith Nephew Pico 7, pour lequel vous devrez vous servir des recos de l'HAS, pour lesquels on vous a créé deux pansements, un qui vous permettra la pose du système complet et le changement du système complet, et un qui vous permettra de faire un pansement additionnel, puisque vous pouvez même avec ce système brancher un deuxième pansement sur le même matériel. Donc voilà, il faut bien avoir retenu tout ça. Tout ce que je vous ai dit, de toute façon, la lecture de l'acte que je vous ai fait vient de la nomenclature. On n'a pas touché une virgule, c'est ce qui sera noté dans la nomenclature. Donc, comme à chaque fois, quand on parle de nomenclature, toutes les restrictions notées dans la présentation de l'acte sont à respecter pour avoir le droit de coter cet acte.
Donc voilà ce qu'on voulait vous dire pour les pansements. Je laisse Christine vous présenter la suite des nouveautés. À toi. Merci Philippe. Alors maintenant, des précisions et des modifications apportées à certains actes. Alors la première chose, c'est l'article 23 des dispositions générales, où on reprend dans cet article 23 les différents forfaits BSI, et donc le BSA, le BSB, le BSC. Il a été ajouté une phrase qui est relativement importante, c'est le type de forfait journalier de prise en charge par l'infirmier d'un patient dépendant est déterminé par l'outil bilan de soins infirmier à partir des interventions réalisées en propre par l'infirmier et cochées dans cet outil. C'est-à-dire qu'on vous rappelle que vous ne cochez dans les interventions infirmières que les interventions que vous faites vous-même. Pas, par exemple, une toilette qui serait faite par une HAD par un SIAD ou une HAD, enfin par quelqu'un d'autre, ou une auxiliaire de vie. Vous ne cochez pas l'intervention infirmière. Il y a bien un problème, le diagnostic infirmier et cetera peut être formulé en ayant il y a une problématique chez le patient, mais par contre, l'intervention, si vous ne la faites pas, vous ne la cochez pas. Donc là, ça a été renoté dans cet article 23 des dispositions générales. Et puis, on vous rappelle également la règle de classement des forfaits qui est définie en annexe 1 de la nomenclature. Alors, on ne sait pas exactement où est-ce que ce sera annoté. Est-ce que ce sera dans la nomenclature proprement dit où l'annexe 1 sera insérée ou est-ce que ce sera à la fin du titre 16 on ne sait pas. Et on vous rappelle également l'algorithme de calcul des forfaits et le tableau des formules HEM. Tout ça avait déjà été énoncé d'une part dans l'avenant 6 et d'autre part rappelé également dans l'avenant 8. Ensuite, quelques petites modifications de texte et de formulation dans les pansements courants. Pour, par exemple, déjà le pansement de plaie opératoire étendu ou multiple après abdominoplastie ou chirurgie mammaire, on vous disait avant, dans le cadre de la chirurgie mammaire et en cas de bilatéralité, 2 actes peuvent être facturés, le deuxième en application de l'article 11b des dispositions générales. Aujourd'hui, on vous dit, dans le cadre de la chirurgie mammaire et en cas de bilatéralité, 2 actes peuvent être facturés, le deuxième à 50% de son coefficient en application de l'article 11b des dispositions générales. Donc là, on vous remet bien que, en fait, l'article 11b, c'est deuxième acte en demi. Autre pansement pour lequel il y a une précision, c'est pansement post-opératoire d'exérèse multiple de varices et ou de ligature multiple de veines perforantes avec ou sans stripping. Avant, on vous disait, sur un même membre, 2 actes au plus peuvent être facturés, le deuxième en application de l'article 11b des dispositions générales, donc en demi. Et là, maintenant, on vous dit, quelle que soit la localisation des plaies sur un seul membre ou sur les 2 membres, 2 actes au plus peuvent être facturés. Si le patient se fait opérer des 2 jambes, qu'il y a des plaies multiples sur les 2 jambes, vous ne pourrez en clair que facturer un AMI 3 plus un AMI 3 sur 2. Petite modification également dans l'article 3 sur la partie analgésie topique préalable à un pansement d'ulcère ou d'escarre. Auparavant, euh, on notait analgésie simple et ça a pu prêter à confusion. À chaque fois, dans l'acte, aujourd'hui, il est bien précisé qu'il s'agit d'une analgésie topique. Qu'est-ce qu'un topique? C'est quelque chose qu'on applique sur la peau. Ça peut être une pommade, ça peut être une lotion. Je vous rappelle donc l'analgésie topique, le seul produit qui est l'AMM sur la détertion des plaies, par exemple, est l'EMLA. Vous avez sûrement des prescriptions de xylocaïne. Après, c'est le prescripteur qui en prend la responsabilité. La xylocaïne est un topique, mais n'a pas l'AMM normalement pour la détertion des plaies. Et on vous dit bien que lorsque l'analgésie topique et le pansement sont réalisés au cours de la même séance, les cotations de ces 2 actes peuvent se cumuler entre eux à taux plein en dérogation à l'article 11b des dispositions générales. Il a été mis à taux plein en dérogation, alors qu'avant c'était sans application de l'article 11b. Ça veut dire la même chose, c'est juste formulé différemment. Philippe?
Je Alors, je te redonne reprends, la parole. je prends la suite. Donc là, on va voir les modifications qui sont liées à l'avenant 8. Vous savez que l'avenant 8 nous a dit que depuis le 1er janvier 2022, nous ne pouvions plus faire de DSI. Ils nous ont laissé jusqu'au 31 mars, puisqu'ils estimaient que l'on pouvait garder valides les dernières DSI réalisées en 2021, à savoir le 31 décembre 2021, qui était valable jusqu'au 31 mars 2022. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril, ça tombe bien. Aujourd'hui même, plus aucune cotation dans le cadre de la dépendance ne pourra être couverte par une DSI. Raison pour laquelle, dans la nomenclature, l'article 11 du chapitre 1, qui nous parle depuis des années de DSI, on a supprimé la totalité des explications, des cotations, de la chronologie de remplissage de la démarche de soins infirmiers, puisqu'elle n'existe plus, il n'est plus possible d'en faire. Donc voilà. Par contre, ils ont bien entendu laissé dans cet article 11 du chapitre 1 les actes existants, à savoir l'AIS 3, l'AIS 3.1 et l'AIS 4. Ces derniers ont été modifiés quelque peu, hein, ça ne change rien dans le fond. Première précision, vous savez qu'historiquement, dans l'AIS 3, dans la description de l'AIS 3, on nous citait la totalité des actes dérogatoires. Avec la mise en place du BSI, ces actes dérogatoires sont devenus des AMX et on a une liste exhaustive de ces AMX pouvant être cotés à 100% avec la dépendance. Ils les ont réécrits et ils ont rajouté les articles dans lesquels nous pouvons les trouver. Donc, ces actes dérogatoires, on parle des perfusions qui sont présents dans les articles 3, 4, 5. 3, c'est l'article sur les perfusions. 4, c'est l'article sur les soins réalisés sur un patient immunodéprimé ou cancéreux. Et 5, c'est la perfusion pour le patient atteint de mucoviscidose, où on va retrouver donc les actes, les AMI 9, 10, 14, 15, 4, 4.1 et 5, qui existent bien entendu en AMX et qui sont dérogatoires. Pour les pansements lourds et complexes, on parle effectivement des pansements décrits dans l'article 3 du chapitre 1 concernant les pansements lourds et complexes, mais également dans l'article 5 bis du chapitre 2, à savoir le pansement lourd et complexe du patient diabétique insulino-traité avec détertion et défibrillation. On parle également de la MX 5,8, l'article 5 ter, de surveillance du patient insuffisant cardiaque et BPCO. Et enfin, le prélèvement par ponction veineuse de l'article 1 du chapitre 1. Donc là, pas de modification dans la liste des articles. Ils ont simplement rajouté les articles concernés. Ils ont par contre rajouté la liste exhaustive des AMX non dérogatoires, donc cumulables à 50% avec la dépendance, en respect de l'article 11b5 des dispositions générales. On a l'intramusculaire, l'intradermo et la sous-cute, hein, qu'on connaissait déjà. Ils ont rajouté pareil les articles, hein, article 1er, chapitre 1, où on retrouve ces injections, et ils ont même rajouté l'article 4 du chapitre 2, puisque vous savez que pour les patients immunodéprimés ou cancéreux, les intramusculaires et sous-cutanés ont une valeur différente. On est en AMX 1.5. La ligne d'après, bien, on nous a rajouté, c'est nouveau, ça, c'est le supplément pour vaccination antigrippale. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous faisiez une vaccination de la grippe dans le cadre de la vaccination saisonnière, vous ne pouviez coter en AMX que l'injection, donc AMX 1 sur 2. À partir du 19 mars, le supplément vaccinal existe également en AMX, mais à 50%. Donc, dès l'automne prochain, lorsque vous vaccinerez contre la grippe dans le cadre de la vaccination saisonnière un patient dépendant, vous noterez AIS3, puisqu'on est là, AIS3 plus AMX 1 quantité 2, mais le tout sur 2, puisque c'est à 50%. On gardera bien l'AMX 1 quantité 2 pour qu'il y ait une traçabilité. Vous savez, c'est ce qu'ils veulent qu'on note pour la vaccination de la grippe, donc on essaiera de continuer. Et enfin, les actes dérogatoires, les actes non dérogatoires cumulables à 50% qui existent en AMX. On a bien entendu la surveillance du patient diabétique insulino-traité, à savoir le dextro, et l'injection d'insuline. Donc là, ils ont rajouté ça dans l'AIS3, au moins, ça permet que ce soit clair. Ensuite, ils ont rajouté également une mention. Jusqu'à aujourd'hui, à la fin de l'AIS3, il était noté que cet acte était soumis à réalisation d'une DSI. Là, ils nous ont bien noté que jusqu'au 31 mars, cet acte pouvait encore être couvert par la DSI, mais qu'à partir du 1er avril, l'AIS 3 sera forcément couvert
par le bilan de soins infirmiers. Je vous rappelle qu'avec le nouveau calendrier de déploiement lié à l'avenant 8, lorsque vous saisissez un BSI, en fonction de l'âge de votre patient, l'outil sera exactement le même, sauf au niveau du volet facturation, où si votre patient a moins de 90 ans, vous n'aurez pas de forfait, mais vous aurez des AIS à choisir. Ensuite, l'acte suivant, eh bien, c'est l'AIS 3 points. On ne va pas s'étendre dessus parce que vous ne l'avez jamais trop utilisé. Je vous rappelle que cet AIS 3 points est un acte permettant d'appliquer notre rôle propre, mais chez un patient dont la prise en charge ne relève pas forcément de l'infirmière, qui a été pris en charge un petit peu rapidement. Et cet acte va simplement nous permettre de pallier à un manque d'organisation, mais nous devons mettre en place le relais par les services sociaux, notamment. Jusqu'aujourd'hui, il était noté le temps pour lequel on pouvait au maximum facturer cet acte, mais c'était incompréhensible puisqu'on nous parlait d'une date d'arrêté. L'arrêté datant de plusieurs années, ce n'était pas clair. Donc, ils ont simplifié cette phrase. Aujourd'hui, on sait, c'est marqué noir sur blanc, que cette séance AIS 3.1 pourra être facturée au plus 15 jours renouvelables une fois. Et donc, ils ont bien noté que cet acte était bien entendu soumis à DSI avant et qu'à partir du 1er avril, il est soumis à BSI. Il existe toujours, donc, cet acte. Et enfin, l'AIS 4, où il y a 2-3 autres modifications. Je vous rappelle qu'avec un AIS 4, tous les autres AMI sont cumulables, mais en demi. Si vous faites un AIS 4 et en même temps un pansement simple, eh bien, ce sera bien AIS 4 plus AMI 2 sur 2. Donc là, ils l'ont renoté beaucoup plus clairement. Et chose importante, il y avait une erreur depuis le 1er décembre 2019, mise en place de l'avenant 6, pour lequel il avait été décidé que la prise de sang était cumulable avec tous les autres actes en entier. C'était le cas pour les AMI, puisque c'était noté dans l'article 1 du chapitre 1. C'était noté pour les AIS 3, puisque ça faisait partie des actes dérogatoires. Par contre, il n'y avait aucune notion concernant l'AIS 4. C'est marqué maintenant noir sur blanc. Donc, lorsque vous allez chez un patient faire une séance de surveillance hebdomadaire clinique AIS 4 et que vous faites en même temps une prise de sang, vous pourrez bien coter AIS 4 plus AMI 1,5 en entier. Pour le coup, là, c'est la seule dérogation qui existe. Tous les autres actes sont en demi. Concernant le BSI, eh bien, les modifications sont les mêmes. Donc, on est dans l'article 12 du chapitre 1 qui présente le BSI. Ils ont fait les mêmes modifications, c'est-à-dire que pour les actes cumulables à 100% en AMX, nous avons la même liste qu'avant, sauf qu'ils ont rajouté les articles concernés. C'est exactement la même modification que je vous expliquais tout à l'heure. C'est pour ça que je passe assez vite. Et de la même façon, dans la liste exhaustive des actes cumulable à 50% en respect de l'article 11b5, eh bien, nous avons la même liste que tout à l'heure. Vous soulignez également le supplément vaccinal qui, aujourd'hui, existe en AMX et donc sera cumulable avec la dépendance. Voilà les modifications qui ont été faites à ce moment-là. Enfin, au niveau de l'article 7, soins post-opératoires à domicile selon protocole. Vous savez que c'est quelque chose qui a été créé le 1er janvier 2021. Les patients que vous pouvez prendre en charge en surveillance post-op uniquement dans le cas d'une chirurgie ambulatoire ou d'un patient entrant dans un dispositif RAC, à savoir réhabilitation améliorée après chirurgie. Là, il n'y a pas de modification au niveau de l'écriture, il y a une modification du positionnement de cette phrase en préambule. C'est de la présentation, mais vous savez, c'est réglementaire. Si vous voulez, cette phrase qui commence par les séances de surveillance ci-après, avant, elle était dans l'encadré. Donc, on pouvait croire que cette phrase restrictive ne concernait que l'acte suivant, à savoir l'AMI 3,9. Ce n'était pas le but. Les 4 actes qui ont été créés dans cet article 7 sont tous concernés par cette restriction. Donc, ils ont externalisé cette phrase de préambule en amont du cadre où il y a les 4 actes. Donc, aujourd'hui, c'est plus clair. On a donc bien la certitude que les 4 actes créés dans cet article 7, à savoir la surveillance post-op à AMI 3,9, la surveillance et le retrait de cathé périnerveux à AMI 4,2, la surveillance et le retrait de redond à AMI 2,8 et le retrait de sonde à AMI 2 sont d'utilisation réduite. Il faut absolument qu'on sache que notre patient ait bénéficié soit d'une chirurgie ambulatoire, soit d'un dispositif RAC. Ce sont les 2 seules solutions pour lesquelles nous pouvons utiliser cet article.
Le prélèvement pour ponction veineuse, ils ont réécrit également la phrase de cumul. Avant, c'était noté cet acte est cumulable à taux plein pour les AMI en dérogation à l'article 11B des dispositions générales. Ils ont remplacé cette phrase par cet acte est cumulable à taux plein, quel que soit le coefficient de l'acte associé par dérogation à l'article 11B des dispositions générales. Ça éclaircit un petit peu les choses dans le sens où aujourd'hui on comprend qu'avec une prise de sang, que l'acte supplémentaire soit d'un coefficient inférieur ou supérieur, peu importe, les deux actes seront cumulables en entier, mais dans la limite de deux actes. Et enfin, je vous montre où il est noté que le supplément pour vaccination antigrippale passe bien en AMX. Je vous rappelle à ce titre-là que dans la dépendance, on utilise des AMX, mais la règle, ce n'est pas qu'un AMI devient forcément un AMX. Il faut à chaque fois aller voir dans la nomenclature officielle si cet acte existe ou non en AMX. Avant cette publication, le supplément vaccinal existait uniquement en AMI1, donc non cumulable avec la dépendance. Depuis le 19 mars, il existe également en AMX, donc il sera cumulable avec la dépendance. Étant non dérogatoire, il le sera à demi. Et enfin, dernière modification, lorsque l'avenant 6 a rajouté dans l'article 5 bis du chapitre 2, à savoir les soins pour le patient insulino-traité, l'analgésie topique avait été rajoutée après la phrase qui nous dit que ces actes peuvent se cumuler en entier. Alors, c'était vraiment une erreur. Ce n'était pas la volonté de la caisse de vouloir faire ça, donc, mais ça pouvait nous induire en erreur. Donc, en fait, ils ont switché les deux phrases. L'analgésie topique vient repasser au-dessus de cette phrase, nous permettant les cumuls. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de doute possible. Tous ces actes sont bien cumulables en entier, l'analgésie topique y compris. Voilà pour ces nouveautés. Merci. Merci Philippe. Bon, beaucoup de questions. J'ai fait une sélection, le temps passe. Alors, première question. Concernant les nouveaux actes de l'article 3, des pansements lourds et complexes, peut-on coter la MCI avec ces deux nouveaux actes? Alors, effectivement, ce sont deux pansements qui sont rajoutés dans l'article 3 du chapitre 1. Il est bien dit dans les dispos générales, lorsqu'on présente la MCI, que la MCI est cotable avec les pansements décrits dans l'article 3 du chapitre 1. Ces deux nouveaux actes s'appelant bien pansement, la MCI est cotable, ce qui n'était pas le cas de l'analgésie topique, qui est également présente dans l'article 3 du chapitre 1, mais à aucun moment dans cette description, il y avait une notion de pansement. Donc, Ok. pas de MCI pour l'analyse topique, mais pour les deux nouveaux, oui. Alors, dans le même thème, peut-on coter la surveillance de ces pansements, si on passe les surveiller? Il n'y a pas de cotation particulière pour cette surveillance. Ce sont des dispositifs qui sont faits pour rester en place de toute façon. Mhm. Très bien. Rapidement, lorsque j'ai fait mon BSI, lorsque j'ai le message qu'il est clôturé, est-ce que cela signifie que c'est accepté par la caisse? Oui, tout à fait. Enfin, accepté par la caisse. Lorsqu'un BSI est clôturé, c'est que vous êtes au-delà des 5 jours d'échange avec le médecin. Aujourd'hui, avant, il fallait aller le clôturer. Aujourd'hui, il est clôturé automatiquement. Ça veut simplement dire que vous pouvez coter ce qu'il en est. De là à ce qu'il soit accepté par la caisse, en cas de contrôle, il faudra bien entendu que vous justifiez de la réalisation de vos actes et tout ça. Mais effectivement, une fois qu'il est clôturé, vous pouvez tout à fait facturer ce qui a été décidé dans le BSI, donc le forfait que vous avez obtenu ou les AIS et votre plan de soins. Merci. Alors, lorsque Christine parlait des topiques, Christophe a posé la question, peut-on prescrire l'EMLA? Non, on ne peut pas prescrire l'EMLA. Si vous reprenez l'arrêté de prescription, l'EMLA n'est pas dedans. Donc l'EMLA n'est pas prescriptible par l'infirmière. Très bien. Peut-on coter l'acte l'AMI 2.1 en cas d'intervention pour s'assurer de l'étanchéité du pansement numéro 1? Non, comme tous nos actes qui sont très précis, il faut s'en tenir à la définition de ce pansement. C'est vraiment un pansement additionnel. Très bien. Alors, Kathleen pose la question sur le stripping, la MI3, il n'y a plus noté le deuxième en dérogation à l'article 11B. Comment peut-on coter alors pour deux actes sur un même membre? Deux pansements, donc premier acte à taux plein, deuxième acte en demi. Il n'y a pas de dérogation, donc on applique l'article 11B des dispositions générales. Très bien. Alors, une question concernant l'article 10 avec le AMI 1.2. Faut-il continuer à faire la demande d'accord préalable pour cet acte?
On Ah, n'a pas eu de modification, pardon Philippe, il n'y a pas eu de modification sur l'article 10. Donc oui, après le premier mois, on continue à faire une demande d'accord préalable. Pour un patient de moins de 90 ans, chez qui on cotera en AIS, faut-il demander une ordonnance pour l'établissement d'un BSI ou peut-on garder l'ordonnance classique pour un AIS 4, par exemple pour une surveillance hebdomadaire? bon, cette façon de faire n'a jamais été validée de toute façon, parce qu'on n'avait pas à se faire prescrire un AIS 4. Quel que soit le système, hein, avant, il fallait se faire prescrire une DSI. Il y avait même un CERFA prescription qui a rarement été utilisé, mais qui existait. Avec le BSI, ils ont simplifié les choses. Il y a 3 libellés qui sont acceptés par les caisses: BSI ou bilan de soins infirmiers ou soins infirmiers dans le cadre de la dépendance. J'insiste un peu là-dessus, mais que ce soit la DSI ou le BSI, c'est notre rôle propre, hein, donc ce n'est pas le médecin qui décide ce qu'on fait, combien de fois on passe, ni la famille, c'est nous. Donc, aucune information concernant ce qu'on doit coter, le nombre de passages qu'on doit coter. Bon, Christine, le temps est dépassé, tu m'arrêtes, je continue. Oui, On arrive pour en la... quelques minutes, allez, rapidement. Voilà. Donc, Evelyne pose la question, pouvez-vous expliquer comment peut-on avoir la preuve que notre patient est dans le cadre de la RAC? Alors, l'ARAC, en fait, c'est un dispositif de l'assurance maladie. Comment ça se passe? C'est au niveau du rendez-vous pré-anesthésique, vous savez, pour toute intervention. L'anesthésiste va décider en rapport avec le chirurgien quel type d'intervention. Si l'ambulatoire est possible, on file en ambulatoire, on peut. Si l'ambulatoire n'est pas possible, mais que l'anesthésiste estime que les conditions du patient sont réunies pour participer à un dispositif de retour anticipé, de réhabilitation anticipée, eh bien, vous le saurez, puisque le patient, il aura fallu qu'il donne son accord. C'est-à-dire que s'il a une intervention qui, en moyenne, nécessite 7 jours d'hospitalisation, eh bien, l'anesthésiste va lui dire, si je vous fais rentrer dans un dispositif RAC, vous allez peut-être sortir au bout de 3 jours, mais avec un dispositif particulier qui permettra à une infirmière d'intervenir, à un kiné ou un truc comme ça. Donc, il faut que le patient soit d'accord pour rentrer dans ce dispositif. Donc, lorsqu'il vous appellera pour prendre rendez-vous, ou que la personne, la surveillante par exemple du service, vous appellera, vous lui posez la question et tout le monde est au courant si la personne est rentrée dans ce dispositif RAC. Ok, alors une dernière question, mais qui est intéressante, qui en rapport à la phase 2, enfin la phase du mois de septembre du BSI. En septembre, comment va se passer le transfert de nos BSI? Donc c'est Élise qui pose la question. Du passage en AIS ou forfait, hein, admettons le patient à 85 ans en septembre, faudra-t-il refaire les BSI ou la CPAM fera directement la modification? Christine? Il y a possibilité de refaire un BSI de renouvellement, refaire une évaluation et vous aurez le forfait correspondant. Comme ça, vous pourrez directement facturer avec le forfait qui aura été décidé par l'outil Amélie Pro. Je pense que c'est la solution la plus simple. La Après, question, c'est ça, pour les BSI en cours, est-ce que la CPAM va switcher automatiquement à l'anniversaire en septembre? je ne pense pas. Oh Je non pense On que ne sait d'ici pas, en là, fait. on aura des infos de la caisse qui nous laissera certainement un délai pour faire un BSI intermédiaire, ou peut-être si le BSI de renouvellement est prochainement, à nous la date, laisser aller oui. jusqu'au. Je pense qu'on aura une info de la caisse. L'avenant 8 est relativement récent, hein, donc on a les infos sur les dates charnières, mais on n'a pas d'infos sur les délais acceptables. Là, vous avez vu, avec la première étape, à savoir le 1er janvier 2022, ils nous ont donné l'info selon laquelle ils nous laissaient aller jusqu'au bout de la fin de validité de nos dernières DSI. Je pense que d'ici le mois de septembre, on aura une info qui nous expliquera un petit peu les modalités de transfert de ce patient entre les AIS et le BSI. Mais à ce jour, on peut vous répondre ça, mais on n'a pas d'infos. Et Exactement. oui, il y aura des On infos, je pense pense. que. C'est ça. On a le temps pour une dernière petite question, Christine? Si elle est rapide, oui, sinon, Elle, non. elle est rapide, mais elle est intéressante. C'est Magali qui pose la question. Article 7, retrait de sonde urinaire. Que si le patient est en chirambulatoire? Non, La alors là, question. les choses ont été bien faites. Effectivement, le retrait de sonde a été décidé dans l'article 7, mais les gens ont été vigilants et il a été en parallèle rajouté à l'article 6 du chapitre 1 qui concerne les soins portant sur l'appareil génito-urinaire. Donc, en fait, du fait que cet article
cet acte, pardon, soit présent dans les 2 articles fait que nous pouvons l'utiliser dans les 2 cas, dans tous les cas en fait, dans tous les cas. Et par contre, c'est uniquement pour la sonde urinaire. La surveillance et le retrait de Redon, lui, n'est inscrit que dans l'article 7, donc il ne pourra être coté que dans le cadre d'un patient en chirambu ou en RAC. Exactement. Voilà. Donc, le contenu de ce webinaire était quand même assez important malgré qu'il ne concerne que cette décision UNCAM qui est passée au journal officiel le 18 mars. Mais donc, nous avons un petit peu débordé et on est bien conscient qu'on ne peut pas répondre à toutes vos questions. Je vous invite soit à vous inscrire sur une formation nomenclature, vous inscrire sur une formation BSI, prendre contact avec nos conseillers en formation pour pouvoir compléter un petit peu toutes ces données. Et puis, je vous remercie beaucoup pour cette participation à ce webinaire et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci à tous et à toutes. Merci, à bientôt.